Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce soir, je vous invite à frapper aux portes de l'invisible avec les histoires des Warren. Pas leur histoire, mais leurs histoires. C'est parti. La première histoire va parler de la maison d'Amityville. Je pense que vous avez tous vu le film, et si c'est pas le cas, tant mieux, parce que vous allez le découvrir avec cette vidéo. En 1965, Ronald et Louise DeFeo achetèrent une bâtisse coloniale à Amityville aux États-Unis et ils s'y installent avec leurs 5 enfants. Ronald Jr. qui a 23 ans, Don qui a 18 ans, Allison qui a 13 ans, Mark qui a 12 ans et John 9 ans. La maison s'élève sur 2 niveaux. Elle a été construite en 1928 et elle a servi d'asile aux malades mentaux et aux mourants qui logeaient alors dans une annexe. Ils l'appelèrent Grands Espoirs. Ronald DeFeo travaille comme directeur général dans une concession à Brooklyn et Louise est mère au foyer. Ronald DeFeo Jr., donc le premier enfant, c'est un élève médiocre et il arrête l'école à l'âge de 16 ans. Il commence à enchaîner des petits boulots sans grande motivation jusqu'à ce que son père le fasse rentrer comme mécanicien dans sa concession. Donc là où il travaille. Ronald Jr. connaît une vie du coup plutôt confortable, mais suite à ça, il montre quand même qu'il est maussade, renfermé, et très rapidement, il se met à prendre de la drogue. Pour satisfaire ses nouveaux petits besoins, Ronald Jr. n'hésite pas à voler sa propre famille. En 1973, lorsqu'il a 22 ans, le jeune homme assista à une querelle entre ses parents et il braque un revolver sur son père. Mais heureusement pour son père, l'arme s'embraya. Le mercredi 13 novembre 1974, à 3h14 du matin, alors qu'il venait de regarder un film à la télévision, Ronald DeFeo Jr., qu'on surnomme Butch, s'empare d'une carabine, puis abat froidement ses parents, puis ses frères et ses sœurs durant leur propre sommeil. Étrangement, aucun des voisins n'entendit les coups de feu. Vers la fin de l'après-midi, Ronald Jr. pénétra précipitamment dans le Henry's Bar en s'écriant « Vous devez m'aider !» Mes parents ont été tués. Puis il remonta dans sa voiture et se remit en route vers la maison, escorté de 6 hommes qui le suivirent en camionnette. Une fois arrivé sur place, Ronald court vers la porte d'entrée. Il ignore totalement ce que l'un des hommes lui dit lorsque ce dernier l'avertit que quelqu'un peut être encore armé à l'intérieur de la maison. Tous les hommes se ruèrent à l'étage et découvrirent le drame. Vers 18h35, Joey Westwick, un des hommes du groupe, téléphona aux forces de l'ordre pour les prévenir qu'un jeune homme était passé au Henry's Bar et qu'il avait affirmé que toute sa famille avait été tuée. Il leur déclara qu'il s'était rendu sur les lieux en compagnie du jeune homme et de plusieurs autres personnes, découvert les cadavres de toute sa famille. 10 minutes plus tard, la police se trouve sur place. Après avoir suggéré que les meurtres pouvaient être commis par un membre de la mafia qui s'appelle Tony Mazzeo, qui en voulait à sa famille, Ronald DeFeo Jr. fut amené au poste de police pour sa propre protection. Cependant, lorsqu'il entendirent sa version de l'histoire, les policiers se rendirent rapidement compte qu'elle était remplie de graves incohérences. Selon lui, Ronald, il n'était pas resté toute la nuit chez ses parents. Comme il ne parvenait pas à s'endormir, il est parti vers 4h du matin pour aller travailler. Et c'est une fois arrivé sur son lieu de travail qu'il a essayé de contacter ses parents qui ne répondaient pas. Puis, il se dit, comme tout le monde, que 4h du matin c'est peut-être trop tôt pour les appeler. Du coup, il insista toute la journée. Et vers la fin de journée, il se dit que c'était étrange et se rendit du coup sur place. Tony Mazzeo avait un alibi prouvant qu'il ne pouvait pas avoir été présent dans la maison au moment des meurtres. Et le lendemain, après plusieurs heures d'interrogatoire, Ronald DeFeo Jr. avoua les faits. Il expliqua aux policiers qu'il s'était réveillé devant la télévision, qu'il était monté dans sa chambre, qu'il avait chargé son fusil et qu'une fois qu'il avait commencé, il n'avait pas pu s'arrêter. Ensuite, il avait ramassé les douilles, il avait pris un bain, il s'était rhabillé, puis il s'était débarrassé des preuves cruciales, comme les vêtements tachés de sang, l'arme, les cartouches, avant d'aller travailler. L'audition préliminaire eut lieu le 22 septembre 1975. Son avocat de la défense, William Weber, plaida la folie pour Ronald Jr. Le jeune homme affirmait avoir entendu des voix comploter contre lui et que le diable qui lui avait soufflé « Attrape-les, tue-les ». La thèse de l'aliénation mentale fut soutenue par le psychiatre de la défense, le docteur Daniel Schwartz, mais le psychiatre de l'accusation souligna que même si le jeune homme était un consommateur d'héroïne et de LSD, et qu'il avait une personnalité antisociale, il était tout à fait conscient de ses actes au moment des faits. Le 21 novembre 1975, Ronald DeFeo Jr. fut reconnu coupable et le 4 décembre 1975, le juge Thomas Stark le condamna à 6 peines
consécutives d'emprisonnement de 25 ans à la prison de Dannemora. L'affaire de possession fut classée sans suite par les psychiatres qui refusèrent d'y voir autre chose qu'une folie meurtrière et la maison fut mise en vente pour 80 000 $. Malgré son prix attractif, elle fut pendant des mois inoccupée. George Lutz et Kathleen s'étaient mariés en juillet et durant tout l'été, ils avaient cherché la maison qui abriterait leur nouvelle famille. Ils avaient dû en visiter environ une 50aine, mais tout ça sans succès. Et puis un jour, un agent immobilier leur montra une nouvelle bâtisse, une grande bâtisse, et leur dit « Je ne sais pas si je dois vous le dire maintenant ou après que vous l'ayez vu, mais c'est dans cette maison qu'ont lieu le meurtre des DeFeo. » Comme ils ne voyaient pas vraiment de quoi elle parle, George et Cathy se regardèrent intrigués et la gérante leur rappela l'histoire de Ronald DeFeo dont les journaux avaient parlé l'année précédente, après en avoir discuté longuement avec leurs enfants. Ils décidèrent d'acheter la maison, pensant pouvoir composer avec son passé. Le 18 décembre 1975, George Lutz et sa femme Kathleen et leurs 3 enfants emménagèrent dans la grande demeure. Ils l'avaient payée 400 $, meubles compris. Et elle leur semblait parfaite. Située près d'une rivière, elle proposait un garage à bateau et une piscine. Ils pensaient avoir trouvé la maison de leurs rêves et pourtant, ils vont y rester seulement 28 jours. En apprenant que George et Cathy avaient acheté la maison des DeFeo, un ami de George les supplia de la faire bénir. À cette époque, George et Cathy étaient tous les deux croyants, non pratiquants. Donc leur ami a dû leur expliquer la démarche. George, qui connaissait un prêtre, le père Ralph Pecoraro, qui était aussi un avocat, juge de la cour catholique et psychothérapeute, lui demanda alors de venir bénir les lieux. George et Cathy déballaient toujours leur affaire lorsque le prêtre se présenta pour procéder à la bénédiction. Lui conseillèrent-ils de commencer sans eux. Les bénédictions s'effectuaient de haut en bas. Le père Pecoraro monta donc à l'étage et entreprit de bénir les chambres. Le rituel commença donc dans la chambre de Mark et John DeFeo, qui ont donc été assassinés, lorsque le prêtre entendit une voix forte et grave lui dire de nulle part « Va-t'en ». La bénédiction terminée, le père Pecoraro sortit de la maison et George lui fit signe d'approcher. Il voulait le payer pour ses services, mais le prêtre refusa fermement et lui dit « Vous savez, j'ai senti quelque chose de vraiment étrange dans l'une des chambres à l'étage. » Quand il lui décrivit la pièce, George la reconnut aussitôt et lui répondit qu'il ne comptait pas s'en servir comme chambre à coucher, mais qu'il allait y ménager une salle de couture pour Cathy, ce qui sembla le soulager. « C'est bon, du moment que personne ne dort dedans, » lui dit-il. Puis, il est parti sans rien dire de plus. À la suite de sa visite, le père Pecoraro fut en proie à une forte fièvre et des cloques ressemblant aux stigmates apparurent sur ses mains. Inquiet, le 24 décembre 1975, il décida d'appeler George Lutz afin de lui conseiller d'éviter la pièce en question. Mais alors qu'ils étaient en ligne, leur conversation se retrouva malencontreusement interrompue par de l'électricité statique. Les phénomènes étranges débutèrent presque aussitôt que leur arrivée dans la maison. La maison se retrouvait parfois envahie d'odeurs écœurantes, des odeurs d'excréments, de vieux parfums. Certaines parties devenaient brusquement glaciales, de façon aléatoire et incompréhensible. Des vibrations anormales envahissaient certaines pièces. Des bruits sourds résonnaient dans la nuit, et malgré la rigueur de l'hiver, des nuées de mouches noires l'infestaient de toutes parts. Puis les caractères de chacun changèrent brusquement. George s'isolait de plus en plus, semblant obsédé par la cheminée qui lui semblait ne jamais assez chauffer. Et les enfants aussi semblaient affectés. Ils se disputaient beaucoup plus souvent que d'habitude, ce qui entraînait de terribles représailles de la part de leurs parents. About how many? Over 100 Over 100 at one time, and then you'd go around and kill them. They'd be lying on the floor. You'd come back an hour later, and they would be there. La plus jeune des enfants se mit soudainement à parler d'un ange qui vivait dans sa chambre. Missy disait que cet ange s'appelait Jody, qu'il ressemblait à un gros cochon, mais qu'il pouvait changer de forme à volonté. Un jour, pendant que sa mère ferma la fenêtre de sa chambre, Missy l'avertit que Jody venait d'apparaître, et en regardant dans la direction de la fillette, Cathy vit alors ses 2 yeux rougeoyants. À une autre occasion, George et Cathy aperçurent tous 2 ses yeux rouges alors que la créature regardait vers eux, depuis la fenêtre de la chambre de Missy. Durant leur séjour au 112 Ocean Avenue, toutes les portes, les fenêtres et les serrures furent endommagées et des traces noires dont aucun détergent ne parvint à venir à bout imprégnèrent la porcelaine de la salle de bain. Un lion en céramique de plus de 1 mètre de hauteur changeait même parfois de place sans comprendre. Le lourd crucifix de 30 cm que Cathy avait accroché dans le salon se retourna brusquement. Elle s'aperçut qu'une odeur aigre s'en échappait. Un matin, des empreintes de sabots fourchus furent remarquées dans la neige, tout autour de la maison, et elles furent attribuées à un cochon.
Ces traces menaient tout droit vers la porte du garage, qui avait été arrachée de ses gonds, ce qui aurait nécessité une force surhumaine. Kathleen était en proie à de violents cauchemars. Désolée, vous allez entendre mon chat. Dont la plupart concernaient la famille Defeo. Un matin, en se réveillant, Kathleen s'aperçut dans son miroir que ce n'était pas son visage, mais celui d'une vieille sorcière. Cette illusion mit des heures à se dissiper. Elle fut également victime d'une entité invisible qui la toucha à plusieurs reprises avant de l'agresser, physiquement, la soulevant de son lit et la maintenant en lévitation, les 2 pieds en l'air. Cette attaque lui laissa de terribles marques rouges partout sur le torse. Toutes les nuits, George se réveillait inexplicablement vers 3h15 du matin et se dirigeait inexplicablement vers le hangar à bateau. Il apprit plus tard que c'était l'heure de la tuerie. Il entendait parfois des bruits bizarres s'élever du rez-de-chaussée. La porte d'entrée claquait violemment, des bruits de pas ou des grésillements d'un poste de radio mal réglé. Mais lorsqu'il descendait, tout était désert et le silence se faisait brusquement. Un jour, George affirma qu'il avait vu sa femme Kathleen se transformer en une femme de 90 ans. Une chevelure d'un blanc éclatant entourant son hideux visage parsemé de profondes rides et de la salive coulait de sa bouche édentée. George avait également découvert une pièce cachée derrière les étagères de la cave. Cette pièce, qui ne figurait pas sur les plans de la maison, avait ses murs peints en rouge. Une boue verte, gélatineuse, suintait de la serrure de la salle, la même qui s'écoulait de la porte de la salle de jeu. Quand il vit la pièce, leur chien, Larry, refusa d'y entrer, et se recroquevilla, comme s'il sentait que quelque chose de sinistre était à l'intérieur. Pour se convaincre qu'il n'était pas fou, George et Cathy invitèrent leurs amis à plusieurs occasions, espérant qu'ils soient eux aussi témoins de ces étranges phénomènes inexplicables. Ce qui fut le cas à leur grand soulagement. Ils comprirent alors qu'il se passait quelque chose, mais quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer rationnellement. Et ils décidèrent de bénir la maison une nouvelle fois. Et la cérémonie eut lieu le 8 janvier 1976. Mais alors qu'ils récitaient une prière, un crucifix en argent dans les mains, soudain ils entendirent un chœur de voix s'élever à leur dire « Voulez-vous arrêter ?» À la mi-janvier 76, après une nouvelle tentative de bénédiction infructueuse, la famille Lutz connut sa dernière nuit dans la maison. Une nuit terrifiante dont pendant longtemps ils refusèrent d'en parler. D'après George, j'étais allongée dans mon lit, tout le monde dormait. Cathy s'est levée et elle a commencé à glisser loin de moi. Alors j'ai senti que quelque chose rentrait dans le lit avec nous. J'étais incapable de bouger. J'entendais les lits des enfants être traînés, se soulever et retomber en claquant au-dessus de ma tête. Nous avons entendu ces pigeons dans le climatiseur de la salle de bain principale et ils ont roucoulé toute la nuit. Et le lendemain matin, quand nous sommes allés voir, il n'y avait pas de pigeons, ni de nid, ni quoi que ce soit. Les lumières clignotaient. Nous avons pris le chien pour qu'il reste près de nous dans la chambre à coucher. Nous l'avons attaché à la poignée de la porte. Et il n'a pas arrêté de tourner en rond et de sauter toute la nuit. Dans la matinée, les garçons sont arrivés terrifiés. Ils avaient été incapables de descendre me voir. Et moi, j'avais été incapable de me lever pour eux. Missy est venue, elle a juste demandé qu'est-ce que c'était. Cathy n'avait aucun souvenir de beaucoup de choses. Ce jour-là, nous avons essayé d'obtenir une entrevue avec le père Pecoraro et il nous a dit toutes les bonnes paroles. Après une nuit épouvantable, la famille décidèrent d'aller se réfugier chez la mère de Cathy, qui habite à New York. Le 14 janvier 1976, George et Cathy et leurs 3 enfants abandonnèrent donc la maison, laissant tout derrière eux. Le lendemain matin, une entreprise de déménagement fit le déplacement jusqu'au 112 Ocean Avenue afin de récupérer toutes leurs affaires. Et si tout semblait normal dans la maison, George et Kathleen déclaraient par la suite que les phénomènes les avaient suivis à New York. Peu de temps après leur départ précipité de leur maison à Amityville, l'affaire s'ébruita, éveillant la curiosité des journalistes. George et Cathy Lutz décidèrent de faire appel à des parapsychologues afin d'enquêter sur cette affaire et de la rendre publique pour avoir plusieurs résultats. Parmi eux se trouvait Stephen Kaplan, fondateur de l'Institut américain de parapsychologie de Long Island, qui commença alors à enquêter sur ce qui allait bientôt devenir l'affaire d'Amityville. Malheureusement, suite à un différend dont les circonstances restent floues, George Lutz renvoya M. Kaplan de sa demeure et lui interdit de revenir. Après cet échec, George et Cathy demandèrent à Laura Didio, une jeune stagiaire de la télévision locale, de leur présenter Ed et Lorraine Warren, 2 éminents enquêteurs du paranormal. Quand les Warren rencontrèrent la famille Lutz, ils semblaient terrifiés. Ce qu'ils avaient vécu les avait tellement effrayés que même en parler leur faisait déjà peur.
La première fois que Ed et Lorraine Warren rentraient dans la maison, ils étaient accompagnés d'un présentateur d'une chaîne télé. Il y avait également un professeur de l'université de Duke et le président de l'American Society for Psychic Research. Lorraine avait peur même avant d'y entrer. Avant de se rendre sur place, elle avait contacté plusieurs prêtres de sa connaissance et leur avait demandé de l'accompagner en esprit. Elle avait également pris soin d'emporter avec elle des reliques du Padre Pio, qu'un inconnu lui avait envoyé en début de semaine, mais cette première visite fut néanmoins effroyable. Alors qu'elle se promenait de pièce en pièce, Lorraine, qui avait des talents de médium, elle était envahie de visions et de messages sur les événements qui s'étaient produits dans la maison. Lorsqu'elle montait les marches pour aller au 2e étage, Lorraine sentit une grosse vague de froid se précipiter à son encontre, et l'atmosphère se solidifia. Une fois arrivée, elle entra dans la salle de couture de Cathy, puis dans une chambre d'un des enfants. Immédiatement, elle fut par clairvoyance qu'elle était dans la chambre de Missy, et que les meubles étaient exactement les mêmes que celles des filles de la famille DeFeo. Dans la chambre principale, un mur entier était constitué de miroirs. Alors pour ceux qui ne savent pas, les miroirs, on dit que c'est des portes. Lorraine s'assit sur le lit où Ronald et sa femme ont été tués. Seul le matelas avait été changé, heureusement. Le sentiment dans cette chambre était celui de l'horreur absolue, et de changer de pièce ne l'enlevait en rien. Soucieux de voir par lui-même, Ed, qui n'avait pas de don de clairvoyance, décide de descendre à la cave. Le sous-sol étant généralement un endroit prisé des mauvais esprits, il estimait que ce serait le meilleur endroit pour commencer. En dépit de ses faibles talents médiumniques, Ed vit des ombres et des points de lumière partout. Immédiatement, ces ombres l'attaquèrent et tentèrent de le mettre à terre. Luttant de toute sa foi, Ed demanda aux esprits de partir lorsqu'il sentit qu'on le soulevait du sol. Il sut alors que cette maison était la maison du mal. Bien évidemment, il savait que le cas était grave, mais il ne se doutait pas à quel point. Au 3e étage, Lorraine rencontra Ronald DeFeo. Cette rencontre était si terrible, si sinistre, qu'elle sentait qu'elle ne pourrait rien faire pour l'aider, ou aider son esprit à quitter la maison. Une fois en bas, on lui dit de faire ce qu'elle craignait le plus, communiquer avec les esprits de la maison. Tous les enquêteurs se trouvaient dans la pièce, à l'exception du chercheur de l'université de Duke, qui était parti tellement il avait peur. Et 2 d'entre eux ont dû s'allonger par terre pour calmer les palpitations cardiaques dont ils étaient victimes. La maison semblait avoir un effet des plus terribles sur tous ses visiteurs. Marie Casparella, qui était directrice d'un important groupe de recherche psychique à New Haven, se sentait si mal qu'elle dut sortir de la maison et qu'elle ne voulut plus y rentrer. Ed et Lorraine quittèrent les lieux à 1h du matin. Ils se sentaient tellement affectés par leur visite qu'ils promirent de ne jamais revenir dans la maison d'Amityville. Pourtant, ils reviendront. Le 6 mars 1976, les époux Warren organisèrent une visite filmée, ce coup-ci, par des reporters d'une télévision new-yorkaise. Lorsque Lorraine, qui était médium, tenta d'entrer en contact médiumnique avec les entités, de multiples malaises se produisit parmi l'équipe de tournage. Mais la conclusion des journalistes fut mitigée. Rien de scientifique n'a été prouvé. Après son éviction de la maison d'Amityville, Stephen Kaplan affirma à un journal de Long Island que toute l'histoire n'était qu'une habile mystification à des fins commerciales, avant de mourir en 1995 d'un arrêt cardiaque avant la sortie de son livre. Après leur enquête, Ed et Lorraine Warren viennent à une conclusion que le récit des luttes était authentique. Lorraine déclarait encore récemment que cette expérience avait été horrible et que jamais elle ne retournerait dans cette maison. Les différents propriétaires qui ont suivi les luttes ont tous dit qu'il n'y avait rien dans cette maison, rien d'étrange. L'avocat de Ronald Jr., William Weber, qui avait basé sa défense sur l'influence du diable de son client, a largement discrédité les Lutz, en expliquant qu'il les avait aidés à faire de leur histoire une histoire de sensation, espérant ainsi prouver que toute personne qui habiterait dans cette maison pouvait subir l'influence du diable, ce qui aurait étayé la thèse de la possession démoniaque de son client. En 1977, Jay Henson écrit le livre L'horreur d'Amityville, une histoire vraie. Un livre qui raconte l'histoire des Lutz lors de leur court passage dans la maison. L'auteur et les protagonistes de l'histoire ne se rencontrèrent jamais. L'écrivain s'est servi des 45 heures qui ont été enregistrées sur une cassette pour écrire son livre. Ce livre, qui fut fortement critiqué, devint par la suite un best-seller. 2 ans plus tard, en 1979, Stuart Rosenberg
s'inspira du livre pour réaliser le film Amityville, la maison du diable, et qui a connu un succès immense. En 2009, souhaitant donner sa version de l'histoire, Danny Lutz, le fils de Kathleen, prit contact avec Eric Walter, réalisateur et webmaster du site Amityville Files. Et en 2013 sortait un documentaire, My Amityville Horror. Dans ce reportage, Danny, qui est alors âgé de 47 ans, explique qu'il n'a pas pu oublier les cauchemars de Long Island et que jamais il ne parvenu à exorciser le démon qui le hantait. Ça m'a poursuivi toute ma vie. J'ai voulu courir loin de lui, mais il m'a rattrapé. Je rappelle qu'au moment des faits, Danny avait seulement 10 ans, en décembre 1975. Durant son interview, il décrit le phénomène de possession physique, la lévitation, une odeur nauséabonde et la mort de son chien par pendaison. Il raconte également que les meubles se déplaçaient et des voix chuchotaient. Il n'est pas facile à expliquer à quelqu'un comment vous avez été jeté dans un escalier. Il n'est pas facile de dire à quelqu'un que votre lit rebondissait sur le plafond. L'attention qui était focalisée tout autour de lui et les frictions qu'il a eues avec son beau-père lui font dire qu'aujourd'hui, son enfance a été gâchée. Celui qu'on le surnomma l'enfant d'Amityville, croissant équivoque que sa vie a été détruite par des forces surnaturelles. Il dit de son beau-père « Je pense que les croyances de George, ses pratiques et les choses dans lesquelles il était directement impliqué étaient un catalyseur pour ce qui s'est passé. » Contrairement aux démonologues Ed et Lorraine Warren, qui ont toujours soutenu ces affirmations concernant les activités paranormales, certains ont sous-entendu que ces souvenirs étaient des faux souvenirs. Mais Danny est sûr et certain de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu. Je ne ferais pas ça si je ne pensais pas avoir besoin d'un test au détecteur de mensonges. Il y avait quelque chose là-bas, et peu importe ce que vous pouvez dire, les esprits démoniaques, ou quel que soit le putain de nom que vous vouliez leur donner, il existe, et c'est la chose la plus difficile à gérer pour moi. Parce que je sais que c'est vrai, et je sais que l'esprit de autre chose est passé juste à travers moi, merde, il était trop clair et trop réel de ce que j'ai vu. Je sais que je l'ai vu, et je pourrais vous le décrire dans 20 ans, rien ne changera. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime. Et puis je vous dis salut!